Sur la place d'armes de la base opérationnelle avancée, Vigie, l'atmosphère était saturée de poussière et de solennité. Elle avait un arrière-goût de gaz d'échappement et de terre cuite par un soleil implacable. Une saveur que le maître principal Sandrine Leclerc avait depuis longtemps acceptée comme une composante de son métier. Elle se tenait, figée, au 3e rang. Sa petite stature offrait un contraste saisissant de calme absolu au milieu des jeunes soldats qui se tortillaient, mal à l'aise. Sa tenue de combat de la Marine nationale, d'un bleu marine sobre et fonctionnel, se détachait comme un îlot de pénombre dans une mer de treillis couleur sable. Elle savait qu'elle était une anomalie. Au pupitre, le général Jean-Luc Dubois, de l'armée de terre française, pérorait. Sa voix, un grondement de stentor déformé par des haut-parleurs qui crépitaient dans l'air vibrant de chaleur, martelait l'espace. C'était un homme qui semblait sorti d'une affiche de l'armée, un concentré de volonté et de certitude, bâti autour d'une mâchoire volontaire. Un général 4 étoiles pour qui la victoire se mesurait en décibels. Son allocution était un canevas prévisible de thèmes éculés, la vaillance, le sacrifice, l'invincible génie français. Leclerc n'écoutait que la mélodie, pas les paroles. Elle la décomposait comme un signal radio, modulation attendue, forte amplitude, très faible contenu informatif. Finalement, la cérémonie de remise des décorations débuta. On égrenait les noms, on lisait les citations. Des militaires s'avançaient, recevaient leurs médailles le visage illuminé de fierté, serraient la poigne du général devant les objectifs des photographes, et regagnaient leur place. Puis, la voix de l'officier de cérémonie égrena son nom, maître principal Sandrine Leclerc. Elle s'avança d'un pas mesuré, avec une maîtrise de soi que d'aucuns prenaient pour de l'incertitude. Arrivée à la marque au sol, elle s'immobilisa et adressa un salut d'une rigueur mathématique. Le général Dubois la toisa, et dans son regard passa un éclair, peut-être de la perplexité, ou du mépris. Il prit la feuille que lui tendait son aide de camp. Le maître principal Leclerc, articula-t-il, sa voix ayant perdu de sa rondeur martiale, est décoré de la croix de la valeur militaire avec citation pour service méritoire, en reconnaissance de son soutien essentiel en matière de renseignement électromagnétique durant l'opération Naja, qui a conduit à la neutralisation d'un important réseau hostile. La formulation était aseptisée, administrative. C'était la seule terminologie autorisée pour décrire sa spécialité. Elle évoquait le « soutien » et le « renseignement », des termes qui, dans l'esprit d'un homme comme Dubois, sentaient la passivité, le second rôle. Son regard passa du document à Leclerc, puis à la force interarmée et aux journalistes présents. Il perçut une occasion de construire son image. Il laissa retomber la citation. À mon époque, lança-t-il sur un ton faussement bonhomme et condescendant, le soutien, ça signifiait qu'on était loin des combats, à l'abri. Ça signifiait qu'on remplissait des formulaires pendant que de vrais soldats se battaient. Quelques officiers de son entourage esquissèrent un sourire complice. Le visage de Leclerc demeura de marbre. Ses yeux sombres et stables restaient fixés sur l'horizon, comme l'exige le règlement. Cette victoire, ce sont les déclencheurs qui l'ont remportée, clama Dubois, élevant la voix. Les légionnaires qui ont enfoncé les portes, les hommes qui avaient les pieds dans la poussière. Il prit l'écrin qui contenait la médaille. Il l'ouvrit, jeta un œil à la croix de bronze qui y reposait, et le referma d'un claquement sec. Un silence de plomb s'abattit, et même le ronronnement des groupes électrogènes sembla s'interrompre. Ces décorations, nous les gardons pour les combattants en première ligne, lâcha Dubois, sa voix se faisant grave et théâtrale pour les caméras. Il décrocha la médaille de son support et, dans un geste d'un mépris public et calculé, la laissa tomber dans la poche de sa propre veste de treillis. On lui trouvera un récipiendaire plus digne. Quelqu'un qui a vraiment combattu. Il fixa Leclerc droit dans les yeux. Un défi arrogant illuminait son regard. Il attendait une réaction. Des pleurs, de la colère, une protestation. N'importe quoi pour asseoir son autorité. Il n'obtint rien. Le maître principal Leclerc maintint son salut une seconde de plus, une seconde d'une perfection glaciale. Puis elle abaissa le bras, pivota sur ses talons avec une précision de métronome et quitta la place d'armes. Sans un regard en arrière. Le crissement de ses rangers sur le gravier fut le seul son à troubler un silence soudainement pesant et gêné. Les caméras continuaient de filmer, immortalisant la droiture de son dos tandis qu'elle s'évanouissait dans le mirage de chaleur. Revenu dans l'univers aseptisé de son logement temporaire, un baraquement préfabriqué aveugle qu'elle partageait avec le ronronnement d'une baille de serveur, Sandrine Leclerc ne connut ni colère ni chagrin.
Elle s'installa à son petit bureau métallique et mit en marche son ordinateur portable renforcé. L'appareil s'alluma en silence, son écran projetant une lueur blafarde. Elle se connecta au réseau sécurisé pour récupérer l'enregistrement vidéo officiel de la cérémonie. Ses doigts dansaient sur le clavier avec une dextérité consommée, enchaînant les lignes de commande. Elle isola la séquence pertinente, de l'appel de son nom à sa sortie de champ. Elle copia le fichier vidéo haute définition sur un disque SSD sécurisé par un triple chiffrement. Puis, elle consulta la liste des journalistes accrédités pour l'événement, relevant les noms de chacun, Agence France Presse, Le Monde, Libération, BFM TV. Autant de témoins. Elle créa un nouveau fichier, un simple document texte qui lui tenait lieu de journal de bord. Le curseur clignotait. Date, 23 octobre. Heure, 1437 Zulu. Lieu, place d'Armes, BO à Vigie. Incident, cérémonie officielle de remise de décoration. Autorité président, général J.L. Dubois, armée de terre. Sujet, récipiendaire de la Croix de la valeur militaire. Citation relative à l'opération Naja. Le général Dubois a publiquement contesté la légitimité de la décoration, arguant d'une différence de nature entre les missions de combat et de soutien. A conservé la décoration. L'incident a été documenté par la vidéo officielle et des témoins issus des médias. Mesures prises, retrait de la cérémonie, rédaction de ce rapport. Elle enregistra. L'opération n'avait pas duré 10 minutes. Ces mots étaient dépourvus d'émotion, factuels. Les faits se suffisaient à eux-mêmes. L'institution qu'elle servait reposait sur des procédures et des archives. Un éclat émotionnel n'était que du bruit, facile à ignorer. Une entorse à la procédure, dûment consignée, était un signal, clair, durable. On pouvait feindre de ne pas le voir, mais il resterait là, dans les archives, attendant son heure. Son rapport enregistré, elle éprouva le besoin impérieux de retrouver la pression et le silence. Elle revêtit un maillot de bain noir et traversa la base jusqu'au centre d'entraînement des nageurs de combat. C'était une fosse de plongée cylindrique, logée dans un immense hangar métallique. L'eau y était d'un bleu glacial éclairé. À cette heure, l'endroit était désert. Debout au bord du bassin, elle commença à réguler son souffle, se préparant à une apnée prolongée. L'atmosphère du hangar était saturée d'odeurs d'ozone et de chlore. D'une simple impulsion, elle se laissa glisser dans l'eau, les pieds en avant, sans presque faire d'éclaboussure. Le froid fut un choc salutaire, une remise à zéro de ses sens. Elle se laissa couler jusqu'au fond, à 6 mètres de la surface, et s'assit en tailleur sur le béton lisse. Le monde d'en haut s'effaça. La lumière aveuglante, la poussière, le vacarme de la base, tout fut remplacé par un silence abyssal et vibrant, seulement troublé par le son de sa propre respiration maîtrisée, alors qu'elle entamait son exercice d'apnée. La pression de l'eau l'enveloppait d'un poids uniforme et apaisant. Ici, pas de politique, pas d'ego, pas de généraux en représentation. Juste les lois de la physique, la poussée d'Archimède, la pression, et l'inexorable besoin d'oxygène du corps. Elle n'était pas un élément de soutien. Elle était un système d'armement dont les facultés maîtresses étaient la reconnaissance de schémas complexes et la domination absolue du spectre électromagnétique. Le général Dubois ne voyait en elle qu'une petite femme et des ordinateurs. Il était incapable de concevoir un champ de bataille qui se mesure en hertz et en décibels, où la victoire peut se jouer sur l'identification d'une unique anomalie de synchronisation dans un téraoctet de données parasites. Il ne pouvait imaginer une guerre qui se livre dans l'espace immatériel qui sépare les antennes. Son défaut d'imagination n'était pas le problème de Leclerc. Mais c'était maintenant un fait, consigné dans un rapport. Elle refit surface, les poumons brûlants, l'esprit lucide. Elle replongea, le rituel de la pression et de la détente achevant de la laver des dernières scories de l'humiliation publique. Ce n'était pas une offense personnelle. C'était une lacune dans la compréhension de la guerre moderne par le général. Et dans son univers, les lacunes sont des failles qu'il faut corriger. Elle consacra l'heure qui suivit au nettoyage de son arme. Il ne s'agissait pas du fusil d'assaut HK416 en dotation. C'était un fusil de précision PGM et 4.2, un instrument conçu pour des dialogues à plus d'1,5 km. L'arme était un joyau de mécanique de précision, et elle en prenait soin avec un respect quasi religieux. Elle la démonta sur un tapis de nettoyage, chaque pièce disposée avec un ordre méticuleux. Elle en nettoya chaque recoin,
chassant les particules de poussière invisibles avec un chiffon doux et une goutte d'huile. Le parfum de l'huile d'entretien pour arme Fama était son encens. Les cliquetis métalliques et précis du remontage étaient un mantra rassurant. C'était là aussi un système régi par la physique. Vitesse à la bouche, coefficient balistique, précession gyroscopique, force de Coriolis. L'ego n'a pas sa place dans les tables de tir. Seule la vérité y compte. La provocation, lorsqu'elle survint, fut aussi lourde et prévisible que le discours de Dubois. Elle se produisit 2 jours plus tard, aux messes des officiers et sous-officiers. La vaste salle résonnait du bruit des plateaux repas et du brouhaha de centaines de conversations. Leclerc était à une table, seul dans un coin, mangeant avec méthode, absorbé par la lecture d'un manuel technique. 2 capitaines de l'armée de terre, jeunes et pétris de cette assurance que donne un grade fraîchement acquis, se dirigèrent vers sa table. Ils appartenaient à l'état-major personnel de Dubois. Elle les avait remarqués lors de la cérémonie. Ils marchaient avec une sorte d'assurance de propriétaire, leur plateau repas brandi comme un pavois. Le plus grand, dont le nom sur la bande patronymique était Girard, la regarda de haut avec un sourire en coin. « Mais voyez-moi ça, si ce n'est pas notre maître principal qui a presque une décoration, lança-t-il, assez fort pour être entendu des tables voisines. » Son acolyte, un certain Lambert, plus petit et plus râblé, gloussa. Leclerc ne quitta pas son livre des yeux. Elle tourna une page, lentement. Le rictus de Girard se fit plus pincé. L'absence de réaction l'agaçait. Alors, maître principal? On a perdu sa langue? Ou on est en train de rédiger une plainte bien sentie parce qu'on a été vexé? Fichez-lui la paix, capitaine. La remarque venait d'une table proche, d'une voix graveleuse. C'était un adjudant-chef des troupes de marine, au visage marqué par de multiples séjours en opération. Leclerc le reconnut, Pérez, un instructeur de tir d'élite qu'elle avait croisé sur un stage interarmé des années plus tôt. Girard lui jeta un regard mauvais. « Occupez-vous de vos affaires, l'adjudant-chef. » C'est entre un officier et un sous-officier. Il se retourna vers Leclerc, son assurance regonflée par ce petit défi. Le général n'a pas tort, vous savez. On donne les médailles à n'importe qui, maintenant. Ça dévalorise celle des vrais combattants. Leclerc posa sa fourchette sur son plateau avec une lenteur calculée. Elle referma son livre en y glissant un marque-page. Elle n'avait toujours pas levé les yeux vers eux. Elle s'apprêtait à se lever pour partir. L'esquive est la meilleure des parades. Girard, prenant son silence pour de la soumission et son mouvement pour une fuite, choisit l'escalade. Il tendit le bras et posa une main lourde et protectrice sur son épaule, pour l'empêcher de se lever. « Attendez, je ne vous ai pas autorisé à partir, la marine. » Ce fut une erreur tactique monumentale. À l'instant même du contact, la posture de Leclerc se transforma. Elle ne se crispa pas. Elle devint fluide. Son centre de gravité s'abaissa. Sa main gauche monta, non pour frapper, mais pour simplement recouvrir la main de Girard sur son épaule. Son pouce exerça une pression précise sur le nerf radial de son poignet. Dans le même temps, son corps pivota, non pour s'écarter, mais pour entrer dans son adversaire, utilisant l'élan de celui-ci contre lui. La poussée de Girard se mua en un déséquilibre incontrôlable. L'autre main de Leclerc avait saisi son coude. Ce n'était ni un coup, ni une prise brutale. Juste une redirection de force, souple et efficace. Son bras était maintenant en hyperextension, tordu dans une position contre nature. C'est le poids de son propre corps qui créait la douleur. Son sourire arrogant avait laissé place à un masque de stupeur et de souffrance aiguë. Il était totalement déstabilisé, sa grande carcasse maîtrisée sans effort par une femme qui pesait la moitié de son poids. Et ce, sans qu'un seul coup n'ait été porté. L'enchaînement, du contact à la maîtrise, n'avait pas duré 2 secondes. Le brouhaha du mess s'était tu. Les plateaux repas étaient immobiles. Les conversations s'étaient tues. Tous les regards convergeaient vers ce balai silencieux dans le coin de la salle. Leclerc augmenta d'1 milligramme la pression sur l'articulation. Girard émit un grognement étranglé. Elle se pencha vers lui, et sa voix, basse et neutre, tomba comme un coup près. Ce n'était pas une menace, mais un constat. Ne me touchez plus jamais. Elle le relâcha avec la même fluidité qu'elle l'avait saisi. Le capitaine Girard recula en chancelant, se tenant le bras,
le visage déformé par la douleur et une humiliation cuisante. Son camarade Lambert était pétrifié, bouche bée. Leclerc reprit son livre, calmement. Elle prit son plateau. Sans leur accorder le moindre regard, elle alla le déposer au passe-plat et quitta le mess. La salle resta silencieuse un long moment. Puis un murmure s'éleva, se propageant de table en table. Dans son coin, l'adjudant-chef Pérez secouait la tête, lentement. Une lueur de respect intense et sombre brillait dans ses yeux. Il l'avait vue au stand de tir, alignant des groupements de moins d'une minute d'angle à 1500 mètres avec un vent de travers. Il avait toujours su qu'il y avait plus en elle qu'il n'y paraissait. Désormais, tout le monde dans la pièce le savait aussi. La légende était en marche. Les images des caméras de surveillance du mess et de la douzaine de smartphones qui avaient commencé à filmer circulaient déjà. Le maître principal discret de la marine n'était plus une victime. C'était une énigme. Le capitaine de frégate Stéphane Duval, le commandant d'unité de Leclerc pour cette mission interarmée, se massa les tempes. La vidéo passait en boucle sur son écran d'ordinateur. L'image était nette, irréfutable, et source d'un énorme problème administratif. Un capitaine de l'armée de terre, qui plus est un aide de camp de général, venait d'être publiquement et magistralement neutralisé par un de ses maîtres principaux. « Je suis obligé de faire un rapport, maître principal, dit-il à Leclerc, qui se tenait au garde-à-vous devant son bureau, le visage impassible, indéchiffrable. Le capitaine Girard a déposé une plainte pour voie de fait. « Je comprends, commandant, répondit-elle d'une voix posée. Il soutient que vous l'avez agressé sans aucune provocation. C'est une affirmation incorrecte, répliqua TL. Je le vois bien, dit Duval en désignant l'écran. Je ne suis pas aveugle. Mais je suis tenu de respecter la procédure. Il me faut votre déposition officielle. Leclerc tira de sa poche une petite clé USB grise et la posa sur le bureau. Ma déposition est sur cette clé, commandant. Un fichier texte, horodaté et avec signature numérique. Duval l'a pris, intrigué. Et qu'y a-t-il d'autre dessus? Les enregistrements bruts non modifiés des 3 caméras de surveillance du mess qui couvraient l'incident, synchronisés sur une chronologie unique. Les enregistrements audio de 4 appareils personnels situés à proximité, que j'ai pu isoler et nettoyer. Leurs métadonnées prouvent qu'ils enregistraient bien à ce moment-là. Un plan du mess avec la position de toutes les personnes impliquées et d'au moins 15 témoins, avec leur grade et leur nom. Et une analyse image par image du contact physique, qui prouve que c'est le capitaine Girard qui l'a initié, et que ma riposte a employé le minimum de force requis pour neutraliser une menace physique, en accord avec les règles d'engagement concernant la légitime défense. Duval resta un instant interdit, la clé USB dans la main. Ce n'était pas une déposition. C'était un dossier d'instruction complet, compilé avec la rapidité et l'efficacité clinique d'une opération de contre-espionnage. C'était un bon officier, qui croyait en la procédure, mais un tel degré d'anticipation relevait d'autre chose. Il commençait à réaliser que le maître principal Leclerc ne se contentait pas de subir le système. Elle en jouait comme d'un instrument de musique. « Bien, maître principal, dit-il, avec une nuance nouvelle de respect dans la voix. Je vais joindre ce document à mon rapport et le faire remonter. Vous êtes aux arrêts simples dans vos quartiers jusqu'à nouvel ordre. Reçu, commandant, dit-elle. Elle salua, fit demi-tour et sortit. Duval la suivit du regard. Il inséra la clé dans son ordinateur. Tout ce qu'elle avait annoncé s'y trouvait, classé avec une logique implacable. Il lut sa déposition. 3 phrases. Aussi précises et nues qu'un plan d'architecte. À 1805 Zulu, les capitaines Girard et Lambert se sont approchés de ma table. Le capitaine Girard a engagé la conversation de manière non sollicitée. Il a ensuite initié un contact physique non sollicité. J'ai réagi par une manœuvre de contrôle articulaire réglementaire pour garantir ma sécurité et mettre fin à l'interaction. J'ai ensuite quitté les lieux. Il joignit le dossier complet à son rapport et l'envoya par la voie hiérarchique. Le dossier atterrit, comme il s'y attendait, sur le bureau de l'amiral Pierre Moreau, le commandant en chef du théâtre d'opération. La commission d'enquête ne se réunit pas dans un bureau poussiéreux mais dans le centre d'opération stratégique, un local ultramoderne et aseptisé, à bord du porte-avions Charles de Gaulle, qui croisait en Méditerranée orientale. L'amiral Moreau présidait, sa seule présence imposant une autorité calme et pragmatique. Le général Dubois était là,
encadré par ses deux aides de camp, Girard et Lambert. Le visage de Dubois était sombre. Être convoqué par un amiral pour s'expliquer sur le comportement de ses subordonnés était une humiliation suprême pour son ego. Le capitaine de frégate Duval était là, ainsi que le maître principal Leclerc. Elle se tenait seule, petite silhouette immobile au milieu de la pièce. Une grande carte holographique de la zone d'opération flottait, inactive, entre eux. Allons droit au but, commença l'amiral Moreau, la voix posée mais tranchante. Général, votre aide de camp, le capitaine Girard, accuse le maître principal Leclerc de voies de fait. Capitaine, exposez les faits. Girard, le bras dans une écharpe dont l'utilité était purement théâtrale, donna sa version des événements. Il se présenta en victime, expliquant qu'il avait simplement voulu échanger quelques mots amicaux avec le maître principal, lorsque celle-ci l'avait attaqué avec une violence soudaine. Moreau l'écouta sans l'interrompre. Quand Girard eut fini, l'amiral fit signe à un technicien. Projetez les images du mess. Tous les angles. L'hologramme s'activa, montrant la scène sous 3 angles simultanément. Le son était parfait. On entendait les moqueries de Girard, on voyait son attitude agressive, sa main qui agrippait l'épaule de Leclerc. Tout était là, irréfutable. Puis, la riposte, rapide, économe, et parfaitement maîtrisée. La projection s'acheva. Le silence se fit dans la pièce. Le visage de Girard était devenu écarlate. La vidéo semble en contradiction avec votre déposition, capitaine, fit remarquer Moreau d'un ton neutre. Il semble bien que ce soit vous qui ayez initié le contact physique. La réaction du maître principal Leclerc est une application d'école de l'usage de la force non létale. Votre plainte est classée sans suite. Le général Dubois voulut protester, l'indignation au bord des lèvres. Amiral, c'est une insulte. Moreau leva la main et Dubois se figea. Nous n'avons pas fini, général. Cet incident n'est pas un acte isolé. J'ai cru comprendre qu'il trouve son origine dans votre comportement lors de la remise de décoration, il y a 2 jours. Il se tourna vers Leclerc. Maître principal, j'ai lu la citation pour votre croix de la valeur militaire. Elle est succincte. Pour les besoins de l'enquête, je vous demande de détailler la nature exacte de votre contribution à l'opération Naja. C'était le moment. Leclerc s'avança. Mon amiral, permission d'utiliser l'affichage tactique ? Accordé. Leclerc se connecta au projecteur holographique avec une tablette tactique. La carte zooma sur un quartier urbain à forte densité. L'opération Naja visait le chef d'une cellule insurgée, un certain Le Fantôme. Il était réputé insaisissable. Sa cellule observait une discipline radio extrême. Un écheveau complexe de lignes et de symboles de couleurs envahit l'hologramme. Voici le spectre électromagnétique de la zone d'intérêt dans les 72 heures qui ont précédé l'opération, expliqua-t-elle de sa voix égale de conférencière. Il est saturé par les communications civiles, les transmissions militaires et le bruit de fond. L'ennemi employait un système de communication à évasion de fréquences polymorphes, avec des transmissions chiffrées très brèves, conçues pour se fondre dans ce bruit ambiant. Elle manipula l'affichage. La plupart des lignes disparurent, ne laissant qu'un brouillard numérique scintillant. Une analyse classique ne révélait aucune récurrence. Les signaux étaient conçus pour imiter des parasites atmosphériques. Cependant, poursuivit-elle, tout système a ses imperfections. Chaque composant matériel a une signature physique propre, un défaut dans un oscillateur à quartz, un temps de latence infime dans un amplificateur. Ces défauts créent une erreur récurrente, une sorte d'empreinte digitale numérique, enfouie très profondément dans le signal. Ses doigts volèrent sur la tablette. Un unique filet de lumière, d'une incroyable ténuité, commença à se dessiner dans le bruit de fond. Il pulsait à un rythme régulier. J'ai développé un algorithme de déchiffrement polymorphe, non pour décrypter le contenu des messages, mais pour analyser l'onde porteuse elle-même, afin de détecter cette latence matérielle récurrente. Un battement de cœur numérique. Il a fallu 48 heures à mon système pour l'isoler. Le filet de lumière sur la carte se matérialisa, pointant vers un unique immeuble dans un quartier très peuplé. J'ai corrélé l'origine du signal avec l'imagerie thermique d'un drone de reconnaissance Arfan, que j'avais fait dérouter sur la zone. L'immeuble présentait une signature thermique compatible avec la présence de plusieurs personnes et d'une quantité importante de matériel électronique en sous-sol.
J'ai transmis cette localisation précise, cette adresse unique, au commandement de la force à 0241 Zulu. Le groupe d'assaut du commandant Marc Fournier a été envoyé sur place. Ils ont fait face à une résistance, ont neutralisé les cibles et capturé le fantôme. Ils ont été dirigés vers cet objectif sur la seule foi du renseignement que j'ai fourni. Elle conclut, et l'hologramme se figea sur l'immeuble, le faible battement de cœur continuant de pulser. Un silence de mort régnait dans la pièce. Elle n'avait pas haussé le ton. Elle n'avait émis aucune opinion. Elle avait juste exposé des faits bruts, incontestables. Elle n'avait pas soutenu le raid. Elle en avait été le cerveau. Elle avait désigné une cible dans le brouillard numérique et dit aux exécutants où frapper. Le général Dubois était blême. Toute sa construction narrative sur l'héroïsme de ses fantassins trouvant l'ennemi à la seule force du poignet venait de s'effondrer, réduite à néant par une femme discrète et ses signaux fantômes. Il avait bâti sa carrière sur une image de général de terrain, et on venait de lui prouver, devant un amiral, qu'il était un analphabète stratégique de l'ère moderne. L'amiral Moreau fixa Dubois. « Général, dit-il, la voix glaciale, votre compte-rendu d'opération, que j'ai sous les yeux, prétend que la cible a été localisée grâce aux patrouilles dynamiques de la compagnie Alpha. Ce n'est pas une simple erreur. C'est un mensonge. Vous avez falsifié un rapport d'opération à l'intention de vos supérieurs et du public. Vous avez aussi publiquement humilié un sous-officier supérieur décoré et vous êtes approprié illégalement sa décoration. » Le regard de l'amiral était d'acier. L'enquête est close. Mon rapport au chef d'état-major des armées, SEMA, reflétera fidèlement ses conclusions. Pour un général 4 étoiles, c'était la fin. Sa carrière était terminée. Le lendemain matin, toute la force était de nouveau rassemblée sur la place d'armes. L'atmosphère avait changé. La chaleur et la poussière étaient les mêmes, mais l'humeur était grave, recueillie. Pas de journalistes. Cette cérémonie n'était pas pour le spectacle. L'amiral Moreau était au pupitre. Le général Dubois brillait par son absence. Dans toute grande institution, des erreurs sont commises, commença l'amiral, sa voix portant sans effort dans le silence. Les institutions saines ont l'honnêteté de reconnaître ces erreurs, et le courage de les réparer. Nous sommes ici aujourd'hui pour réparer une erreur. Il appela son nom, maître principal Sandrine Leclerc. Elle s'avança, même démarche économe, même calme olympien. Elle s'immobilisa devant l'amiral et salua. L'amiral Moreau tenait la croix de la valeur militaire. La même que 2 jours plus tôt. Il avait mis un point d'honneur à la récupérer lui-même auprès du général Dubois. Il ne relut pas la citation. Il regarda Leclerc droit dans les yeux. « Maître principal, au nom des armées françaises, je vous présente mes excuses, dit-il, la voix nette et forte. Votre talent et votre dévouement ont sauvé des vies françaises et garanti le succès d'une mission capitale. Votre service nous honore. » Il se pencha et attacha avec soin la médaille à son uniforme, au-dessus de ses barrettes de décoration. Puis il recula d'un pas et exécuta un salut lent, appuyé. Un instant, il fut le seul à saluer. Puis, au premier rang, un adjudant-chef des troupes de marine, Pérez, claqua un salut d'une précision foudroyante. Le bruit sec sembla briser un enchantement. Une onde se propagea, et chaque soldat, marin et aviateur présent sur la place d'armes, des milliers d'hommes et de femmes, leva la main pour saluer la petite femme discrète qui se tenait là. Ce fut une clameur silencieuse, assourdissante, de respect. Plus tard ce jour-là, Leclerc se trouvait au stand de tir à longue distance, son sanctuaire. Le poids familier du PGM E-42 était rassurant. Elle était en train de calculer les corrections de vent et de dérive de Coriolis pour un tir à 2000 mètres, quand une silhouette s'approcha. C'était l'adjudant-chef Pérez. Il s'arrêta à quelques pas, sans rien dire. Il la regarda faire ses calculs, respectueux de son rituel. « Maître principal, dit-il enfin. » Elle tourna légèrement la tête pour accuser réception. Pérez porta la main à la poche de son épaule et en sortit son écusson. L'insigne mythique des tireurs d'élite des troupes de marine, un crâne superposé à un réticule de visée, et la devise, une balle, un mort. Un symbole d'excellence. L'emblème d'une confrérie forgée dans l'épreuve et la compétence. Il le lui tendit. Les gars de l'école de tir, on a su ce que vous avez fait. Pas l'histoire du mess. L'histoire dans les terres.
Dénichez cette aiguille dans une botte de foin remplie d'autres aiguilles. Dit-il. C'est le plus beau tir que j'ai jamais vu. Leclerc regarda l'écusson, puis l'homme. Elle mesurait la portée du geste. C'était la plus haute marque de respect professionnel qu'il pouvait lui témoigner. Elle fouilla dans sa propre poche et en sortit un écusson. Un simple cercle noir. Au centre, un phénix stylisé, dont les ailes étaient des ondes radio, renaissant de ses cendres. En dessous, brodé en fil d'argent, la devise latine de son unité, Fides in Tenebris. La foi dans les ténèbres. Elle prit son écusson, et lui donna le sien. Nul besoin de paroles. Cet échange scellait un pacte de respect mutuel entre deux artisans de l'excellence, chacun dans son domaine. Il hocha la tête, rangea précieusement l'écusson au phénix, et la laissa à sa solitude. L'épilogue de cette affaire se joua dans la pénombre calme et fraîche de son poste de travail. L'air était empli du murmure des ventilateurs et des serveurs. La carte holographique de la prochaine zone d'opération flottait devant elle. Un nouveau problème, plus complexe encore, à déchiffrer. Le capitaine de frégate Duval entra à pas feutrés. Il resta un instant à côté d'elle, à regarder les flux de données qui parcouraient l'hologramme. Maître principal, commença-t-il d'un ton officiel, mais désormais empreint d'un profond respect. Je sors d'une visioconférence sécurisée avec le directeur général de la sécurité extérieure. Il a lu le rapport de l'amiral Moreau. Il fit une pause. Votre prochaine affectation est validée. C'est le projet Trident. Les yeux de Leclerc ne quittèrent pas la carte, mais il perçut un imperceptible signe d'assentiment. Le projet Trident était le nec plus ultra, un programme si secret que son existence même n'était qu'une rumeur dans la communauté du renseignement. Concernant ce qui s'est passé ici, reprit Duval, éprouvant le besoin de tourner la page. Avec le général Dubois, la cérémonie. Tout ça. Je regrette que vous ayez eu à vivre ça. Sandrine Leclerc quitta enfin des yeux l'écran tactique lumineux. Son visage était serein, baigné par la lumière bleutée et changeante de l'hologramme. Nulle trace de revanche, nulle pointe de triomphe. Juste la concentration tranquille d'une professionnelle qui a accompli une tâche, et dont la suivante est déjà en préparation. L'erreur a été corrigée, dit-elle. Son regard retourna à la carte. Le silence revint dans la pièce. La culture de l'institution s'était un peu améliorée, sa solidité un peu renforcée. Et dans le monde invisible des signaux et des ombres, la mission suivante avait déjà commencé.